Je te redis bonjour, Daniela. Mm. On peut dire assurément que tu es une femme aux multiples casquettes. En plus de pratiquer l'alimentation vivante et d'accompagner sur ce chemin, tu es aussi une experte du domaine émotionnel. Tu t'es tout d'abord formée avec le docteur Hammer au décodage biologique, qui montre avec pertinence que nos mots sont souvent l'expression d'un conflit intérieur plus profond. Et afin de résoudre réellement ces conflits mis à jour, tu es devenue constellatrice familiale et tu t'es formée là aussi auprès des plus grands. Je suis vraiment ravie de te retrouver aujourd'hui pour cette interview que je pressens assurément passionnante. Pour me présenter rapidement, pour ceux qui me découvrent encore, je suis Oriane, créatrice de René, retrouver sa nature intérieure terrestre et sensible, et j'ai à cœur de proposer un autre regard sur le monde. De même que toi, Daniela, je vois la santé comme un équilibre fait de plusieurs composantes et j'aime enfiler également diverses casquettes pour accompagner les femmes durant leur grossesse, mais aussi qui le veut dans la transition alimentaire, aussi bien d'un point de vue pratique qu'émotionnel. Et je suis en cours de formation avec toi sur le décodage biologique, un domaine qui me passionne aussi. Alors, pour commencer cet entretien, Daniela, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu rapidement ton parcours, comment tu as réussi à rencontrer tous ces domaines? Écoute, c'est très simple. J'ai commencé ma vie avec beaucoup de problèmes. J'étais orpheline de mère 2 fois. La tante qui m'a élevée est morte aussi quand j'avais 9 ans. Donc, j'étais mal partie dans la vie. J'étais vraiment toujours malade, déprimée. Et j'ai dû apprendre, après m'être coupé les veines à 40 ans, à vivre. Et c'est là où tout est arrivé et je ne pouvais pas imaginer euh, que j'allais vieillir aussi bien, quoi, en ayant vécu tellement de difficultés et raté tellement de choses de ma vie. Donc, la première chose qui m'a aidée, ça a été, oui, un changement alimentaire. Donc, passer au cru, j'étais tellement mal, tellement désespérée. J'avais depuis 4 ans une furonculose qui était un vrai cauchemar. Qu'à une conférence de Guy Claude Burgère, je n'ai pas hésité, j'ai dit bon, j'y vais, j'avais plus d'autre part de sortie et ça a été extraordinaire. En quelques jours, je me suis vraiment sentie renaître et tous les symptômes. J'avais une coxarthrose, je ne pouvais pas m'asseoir en tailleur. En quelques jours, il n'y avait plus rien dans mon corps, tout était, je me sentais légère comme un papillon, comme j'étais peut-être même pas à 18 ans, et ça continue. Et pour être brève, parce qu'on va pas faire une longue émission, euh, l'étape de croire que l'alimentation réglait tout, ça a duré quand même presque 7-8 ans, où j'étais convaincue qu'en étant crudivore, on n'était pas, On se sortait de tous les problèmes. voilà, on n'allait plus être malade. Et Invincible. puis, ça a été quand même quelques expériences d'amis qui mangeaient parfaitement cru, une dame est morte de leucémie, une secrétaire de Monramé a fait un mélanome à la jambe, et puis Nicole Burgère, qui est donc la femme qui avait 25 ans de crudivorisme et qui est décédée d'un cancer de l'utérus. Donc là, il y a eu une phase, voilà, d'incertitude. Et les réponses de Guy Claude Burgère ne me convenaient pas, qui était toujours dans uniquement le regard sur l'alimentation et qui expliquait la mort de sa femme par un excès de viande. Euh, alors que pour avoir côtoyé Nicole Burgère, je savais qu'elle vivait des choses très difficiles à ce moment-là. Et c'est une année ou deux avant le décès de Nicole que donc par un ami aussi qui avait un grave cancer, un liposarcome de 8 kilos dans le ventre et qui était le fils de grands médecins lyonnais, donc parfaitement soigné. Et sa famille, à un moment, a perdu tout espoir. Et donc,
sans lui dire, mais il pensait qu'il était foutu, qu'on avait déjà la morphine pour l'aider à mourir sans trop souffrir. Et c'est là j'ai entendu parler donc d'un médecin allemand qui était à Chambéry, à côté de Lyon, et je n'oublierai jamais donc voilà, cette première rencontre avec, pas tout de suite le docteur Hammer, c'était 3 vieilles dames, 3 vieilles demoiselles qui recevaient dans un appartement à Chambéry et qui étaient, elles, en lien avec, Hammer qui, était en train de publier son premier livre grâce à quelqu'un de la famille de Savoie qui était le responsable de la mort de son fils et qui avait été à l'origine de toutes ces prises de conscience, que toute maladie est la conséquence bonne, hein, réparatrice d'une situation. Alors toi, tu as parlé d'un conflit intérieur où les termes pour Hammer, ce qu'il a compris de vraiment nouveau, c'est d'un conflit biologique, c'est-à-dire qu'une chienne à qui on enlève ses petits va faire Ouais, le même type de conflit et son corps va lui proposer la même opportunité de survivre. Un gros conflit peut nous tuer en quelques jours. Un conflit veut dire que le corps, on ne va plus avoir faim, on ne va plus être capable de dormir. Donc en quelques jours, on deviendra une loque si l'intelligence de la vie, la biologie de nos corps, n'avait pas eu cette ressource de nous faire tomber malade, ce qui veut dire qu'on va canaliser toute la partie stressante et bouleversante dans un organe en relation avec la situation. Donc, une mère qui inquiète pour son enfant, comme une chienne à qui on enlève ses petits, va peut-être démarrer un cancer du sein, qui n'est pas du tout le signe que son corps est détraqué et que, mon Dieu, voilà, le cancer, c'est le mot qui au terrorise tout le contraire. monde. Et au contraire, que son sein, la glande mammaire, dans un cas, il y a 4 types de cancer de sein, mais dans la plupart des cas, la glande mammaire se prépare à donner un lait plus nourrissant pour que cette maman, une maman inquiète pour son enfant, c'est toujours: «Est-ce qu'il a mangé?» Voilà, donc le sein se prépare à nourrir encore mieux un enfant en danger. Et avec le docteur Hammer, donc j'ai eu, voilà, la chance de découvrir l'intelligence de la maladie, depuis les années 90 quoi. Lui a découvert tout ça en 78 et c'est au début des années 80-83 qu'il a compris tout ça avec l'aide de son fils mort en rêve. Et officiellement, le pauvre docteur Hammer donc aurait disjoncté après la mort de son fils et on l'a empêché de diffuser toutes ces connaissances Mmh. qui qui donneraient la conscience aux gens de comment l'histoire du Covid, mais c'est d'un grotesque, d'un primitif. Je veux dire, moi, j'ai pas un instant, vous me donnez un malade du Covid, mais je l'embrasse à pleines joues, parce que si, la contagion existe et si je vais prendre choper le virus de quelqu'un, c'est que mon corps a un travail à faire et donc bienvenue à un virus qui me ferait nettoyer mon corps. Donc depuis que j'ai compris tout ça, je peux dire que je suis plus malade ou, par exemple, j'ai fait un zona à un moment et le zona qui est grave, qui est vraiment lourd pour les gens, pendant des semaines, sinon des mois, quand on a ces clés-là, on est tellement préparé et motivé pour, aller vers la solution intérieure qui est presque toujours de l'ordre de l'accueil de ce qui nous arrive et c'est d'autant plus possible, quand on a la vision complète, donc que j'ai eue après grâce à Bert Hellinger, le troisième allemand. Les 3
hommes qui ont vraiment été importants dans ma vie et sans que j'ai fait exprès. Guy Claude Urgère, qui est d'origine quand même suisse-allemande, le docteur Hammer, qui est allemand, et Bert Hellinger, qui est un Allemand aussi. Comme si, moi j'y vois, comme si l'Allemagne, après le rôle, disons, de destruction qu'elle a eu il y a 70 ans, heu, était devenue aujourd'hui vraiment un centre de grande sagesse et dont j'ai Pour bénéficié. équilibrer la balance. Voilà, voilà, voilà. Donc je sais pas si oui, je termine donc sur les constellations familiales qui m'ont apporté après le regard vraiment global sur pourquoi telle personne va faire un conflit avec ses enfants, ou telle autre avec l'argent, ou une autre personne avec les problèmes de couple. Tout ça, c'est pas du hasard. Nous savons Ouais, par la physique quantique que nous sommes, la matière n'existe pas comme on l'imagine. Nous sommes des ondes électromagnétiques, nous sommes de la lumière et à la naissance, je ne suis pas vierge. L'onde de vie qui me détermine est imprégnée, est l'onde de vie de ma mère, de mes grands-parents, de mes arrière-grands-parents, de tous ceux qui m'ont précédé. Et de regarder ce qui a marqué ma famille. J'ai pas besoin non plus d'aller, vraiment des siècles en arrière, mais sur les 4 dernières générations, si j'ai quelques informations sur les arrière-grands-parents, en gros, j'ai toutes les cartes en main, ouais. savoir ce qui, moi, me prédispose à être stressée dans un type de situation, jusqu'à me rendre malade, parce que le corps m'aide à gérer cette situation et donc il y a quelques années, avant le covid, j'imaginais vraiment une humanité où on n'aurait plus besoin de tomber malade. Tellement tout cela était clair et tellement mon exemple de quelqu'un, vraiment une loque à 40 ans et qui vieillit pas mal. Donc je dis 6 mois, si ça marchait pour moi, ça marche pour tous. Et quand je vois une fille comme toi, heu, avec ta beauté, avec ton intelligence, avec toute ta curiosité, mais l'humanité, la maladie, on va les oublier, on n'aura plus besoin de tomber malade. On peut espérer en tout cas. Donc je ne sais pas si tu veux, que j'aille dans un Ouais, spécifique je vais de façon trop générale. je vais me faire l'avocat du diable, mais si on considère que les maladies viennent de l'émotionnel, alors est-ce qu'il faut vraiment faire attention à son alimentation? Alors, voilà, tu as raison, heu pour moi, le manger cru, j'ai compris avec aussi les études, enfin, je l'ai constaté. Manger cru, c'est être, voilà, dans une légèreté de papillon, Mmh. où le corps est vraiment là. Moi, j'ai des escaliers, je les monte 10 fois par jour, sans même me rendre compte que je suis en train de monter, alors que je vois des collègues de mon âge, comment c'est lourd, comment il y a les douleurs. Donc, le cru nous donne un corps parfaitement adapté, disons, à savourer le bonheur d'être en vie. Ce qui avait Ouais, fait dire d'ailleurs à Guy Claude Burger que le cru était une voie spirituelle. Parce que c'est vrai qu'il y a une légèreté, heu je pense à Fritz Popp, un Allemand qui a fait des études sur les molécules et qui a, montré, voilà, comment, une molécule crue parfaitement vivante, heu, est complètement adaptée à un corps. Alors que la cuisson, on sait que la cuisson ou le mixage ou le broyage, ou la congélation, enfin toute altération d'un élément vivant. Il y avait aussi une dame qui est décédée maintenant, Jacqueline Bousquet, qui était chercheure au CNRS de Bordeaux et qui, elle,
elle n'était pas crue, hein, mais elle avait constaté comment une orange pressée, c'est pas du tout la même valeur nutritionnelle qu'une orange comme ça, naturelle. Donc même presser une orange, c'est des Ouais. transformations. Et donc ta question c'était, tu avais dit? Si tout est à l'origine des maladies, enfin tout, pardon, tout l'émotionnel est à l'origine des maladies, enfin ces conflits biologiques, est-ce que c'est vraiment intéressant de faire attention à son alimentation? Alors, c'est là où les êtres humains, on n'est pas tous pareils. On a des héritages plus ou moins lourds. Donc, dans mon cas, je peux dire que sans le cru, je ne serais pas là. Je ne serais Ouais, pas là aujourd'hui. J'étais vraiment mal barrée. Il y a des gens qui ont, ou par exemple, j'ai eu une belle-mère euh, qui mangeait très mal, qui vraiment les trucs les pires, qui buvait, qui fumait, et qui était en très bonne forme. Donc c'était pour moi l'interrogation, toujours te dire: «Mon Dieu, moi qui fais oui, attention». Heu, donc c'est là, on a un potentiel, d'énergie, et déjà d'équilibre qui est différent selon les personnes. Les crus en général, parce que donc je suis crue depuis 36 ans et j'en ai côtoyé beaucoup. En général, on a quand même une histoire familiale, difficile, et surtout avec nos mères, et c'est le point le plus délicat. Donc je crois que les crus, heu, on arrive à s'imposer des limitations, par rapport à la facilité de la plupart des gens de manger, parce qu'on est plus motivé, quoi, on est plus fragile peut-être que beaucoup de gens, sans même en avoir pris conscience. Je pense à Dominique Guyot, qui, je ne sais pas s'il le dit encore aujourd'hui, mais il y a 1 an ou 2, il disait encore qu'il était convaincu que s'il mangeait cuit, il redémarrerait sa sclérose en plaques immédiatement. ouais. Oui, 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 oui. Voilà, donc voilà le type de personne qui est tout à fait, motivée pour être crue. Heu, Moi, je suis un peu l'inverse, hein. Moi, je me suis mise à manger cru après avoir fait un stage d'écologie intérieure où j'ai nettoyé je ne sais quel trauma. Et c'est devenu, moi, j'ai jamais fait ça dans la force ou le contrôle. C'est devenu juste un plaisir immense à manger cru. Et donc, pourquoi s'en priver, quoi? Tellement plus facile, tellement plus agréable, tellement meilleur. mmh mh. Et voilà, tu es vraiment pour moi l'humanité nouvelle qui sent instinctivement, qui est dirigée dans la bonne direction. Heu, mais pour la plupart des gens, lâcher une alimentation, à laquelle ils sont habitués, affectivement, tarte aux pommes, c'est la grand-mère, c'est la mère. Donc C'est ça. beaucoup de gens, c'est un sacrifice, impensable. Et moi, j'ai pas hésité une seconde parce que, voilà, je venais d'une histoire difficile, mais j'ai un plaisir immense à manger cru et je peux pas Oui. dire, que c'est un sacrifice. Heu, simplement, socialement, ça crée des problèmes. Dans ma famille, voilà, ça a créé de gros, gros conflits. Ma fille, elle avait 16 ans quand j'ai commencé à manger cru, et depuis sa direction, c'est: «Moi, je suis quelqu'un de normal, je suis pas comme ma mère». Voilà, ça n'a Ouais. pas continué la relation. Ouais, ouais. Il y a un co Que dans ma famille, si j'étais capable de temps en temps de manger un plat de spaghettis, ça aurait facilité les choses, ouais. quoi. Vincent, commente en disant: «Si les maladies sont liées à l'émotionnel, pourquoi les plantes et animaux tombent-ils malades également? Y Ben oui, compris ceux qui ont précédé l'humanité?» voilà. Ah, très bonne question. C'est là où le terme d'émotionnel n'est pas vraiment adapté. Ouais, Là où j'avais repris ton histoire de conflit intérieur. C'est vraiment cette compréhension de conflits biologiques. Heu, les plantes tombent malades. Par exemple, là, il y a quelques semaines, si vous regardez les feuilles des hêtres, elles ont souvent des gros taches noires. C'est quand les premiers froids arrivent la nuit, et donc les plantes stressent, puis le jour est plus doux,
Donc, elle récupère la force de la plante. Et si la chaleur s'installe, eh bien, un ver, quelque chose va manger la partie noire. Et tout ça, exactement ce qui fonctionne dans nos corps. De la même façon, les plantes, les animaux euh, et les Ouais, animaux domestiques sont plus malades que les animaux sauvages, qui ont des maladies tout à fait programmées, par exemple deux cerfs qui luttent pour le territoire. Bon, ils luttent pour la survie, mais ils ont cette sagesse de savoir qu'après 24 heures, ils vont pas s'obstiner encore à lutter ensemble. S'il n'y en a pas un qui est plus fort que l'autre, celui qui est moins fort, le plus jeune en général, il se retire et il attend l'année suivante. Alors que nous, les humains, si par exemple un collègue s'est tiré avec la caisse et que on se bagarre avec lui, on peut rester avec, voyez, un conflit intérieur des mois et des années. On n'a plus cette sagesse voyez, de suivre la logique de notre espèce qui est toujours pour notre survie. Donc, les maladies des animaux domestiques sont très semblables des humains. Un chien, une chienne à qui on empêche d'avoir des petits, voilà, euh, donc les animaux sont devenus des éponges de nos situations quotidiennes et sont malades comme nous, ou souvent à notre place. Là, je pense à un ami vétérinaire de Lyon qui avait fait des formations avec un maire aussi et qui avait vérifié avec son grand étonnement comment, par exemple, un cancer de l'utérus d'une chienne avait guéri en soignant la maîtresse de la chienne. Comment, voilà, il y avait cette chose que si la maîtresse faisait un travail, la chienne avait guéri spontanément. Et depuis, il avait tellement vérifié, voilà, que les animaux étaient malades des maladies des maîtres, qu'il a vendu sa clinique vétérinaire et il s'est mis à soigner les gens directement. Donc, et voilà, c'est cette notion de conflit biologique qui est intéressante à comprendre. Mais là, ouais, c'est parce particulier. que Il faut parallèle prendre un peu de temps. Oui, parallèlement, tu parlais des cerfs, mais quand, au bout de quelques années, les 2 cerfs se rencontrent et que le plus vieux est battu par le plus jeune, qui voilà, devient le plus fort, voilà. là, il y a un conflit biologique de perte de territoire et ça implique Et une crise se cardiaque, hein, je crois. retire. Il a la sagesse de se retirer, comme chez les Esquimaux, quand il n'y avait Ouais, pas assez de provisions mangées, eh bien, la vieille grand-mère allait sur la banquise et se laissait mourir de froid pour que ouais, sa famille survive. Il y a cette sagesse qui me semble essentielle, qui est le message que, pour moi, le plus important, cette sagesse de la vie, d'apprendre que plus on est en adéquation avec euh, la vie, et plus la vie est simple et nous ouvre à la joie d'être en vie. C'est ça que je peux dire à 77 ans, après mes galères. Donc, oui, comprendre la médecine du docteur Amer, c'est magnifique, mais tout le monde n'aura peut-être pas la vocation, vous voyez, d'apprendre techniquement, c'est quand même un peu complexe. oui, Et par exemple, Thierry Casanovas, il transmet très bien, à mon avis, il a eu le succès qu'il mérite et que Burgère n'a pas eu. Pour rester le crudivorisme quand même intime, parce que le message de Thierry Casanovas, il est sur l'homéostasie, que le corps va vers la guérison naturellement. Et c'est ça, c'est faire confiance à l'intelligence de la vie. ouais. Donc, quoi qu'il nous arrive, euh, voilà, faire confiance que rien ne nous arrive par hasard, qu'une maladie est un fil conducteur vers notre force, véritablement. Oui, moi, je trouve ça tellement plus apaisant, plus serein de penser,
que la vie est intelligente plutôt que mal faite et il faudrait qu'on lutte sans cesse contre la vie. Moi, je trouve ça fatigant, quoi. C'est ça le monde nouveau qui nous attend. Quand tout va s'écrouler, là, le Covid, ce monde absurde qui est devenu tellement caricatural que tout le monde va le voir. Peut-être On peut bon, l'espérer. avant 1 an, 2 ans, 3 ans, je sais pas, un petit temps où les manipulations vont être tellement évidentes. Moi, j'étais témoin, donc il y a 30 ans, de comment le docteur Hammer, qui avait compris, et j'ai vu l'ami en question dont j'ai commencé à parler, qui avait 8 kilos de tumeur dans le ventre, en quelques mois, à l'hôpital, on lui disait il est foutu, il avait des douleurs terribles, et on lui disait c'est la tumeur qui pousse, donc un regard terrible, quoi, d'avoir un monstre dans le ventre qui vous mange de l'intérieur. Comment, vous voyez, l'image du cancer, c'est insupportable. Elle est, elle, maléfique, parce que le cancer, comme on le décrit, c'est une condamnation à mort, donc forcément, c'est pas évident. Alors que le docteur Hammer disait, mais non, il est en train de guérir, il est en train de réparer, il en a pour 3 4 mois. Et c'est ce qui s'est passé. Et le jour où lui a dit, ben, au fond, voilà, je suis guéri, euh, il a oublié sa maladie. Et c'est 8 mois après qu'on est retourné à l'hôpital. Édouard Herriot de Lyon, avec le chirurgien Jérôme d'Argent qui l'avait opéré, qui lui a proposé un IRM et qui appelait tout le monde après, les infirmières et tout, disant regardez, regardez, et qui nous dit mais qu'est-ce que vous avez fait? Il y avait 5 kilos de cellules cancéreuses qui avaient Disparu. eu sans rien faire de ce que la médecine proposait, quoi. Uniquement avec cette compréhension de l'intelligence du processus de la maladie. Ouais. Et alors, comment les constellations familiales pour toi s'intègrent dans tout ça? Voilà. Alors, ça a été grâce à un médecin de Marseille, le docteur Sabat, qui donc je venais juste de, enfin depuis quelques années, de comprendre le décodage biologique, la médecine du docteur Hammer, et lui a eu quand même une intuition intéressante. Il disait, par exemple, imaginez que vous rentrez de façon impromptue chez vous, vous ouvrez la porte de votre chambre et vous trouvez votre mari ou votre femme avec votre meilleur ami. Comment vous réagissez? Et c'est là où, en regardant tout un groupe, euh, on ne réagissait pas tous de la même façon. Il y a quelqu'un qui va dire ah moi je les étrangle, un autre qui va dire ah moi je ferme la porte et je m'en vais, je le regarde plus, un autre qui va dire ah ben oui moi je me sens détruite parce qu'elle est tellement plus belle que moi mon amie. Vous voyez des ressentis différents qui vont créer des pathologies différentes parce que la même situation ne va pas créer la même maladie chez tous. C'est donc Mmh. le docteur Sabat nous a fait comprendre l'importance du ressenti qui interprète la situation. Vous voyez, il y a aussi quelqu'un qui va dire ah ben super, elle est avec ma meilleure amie, je vais pouvoir moi aussi lui dire que j'ai quelqu'un d'autre. Vous voyez, la même situation ne va pas créer la même réaction, le même ressenti chez tout le monde. Et à partir de là, le pas sur comprendre l'importance de l'histoire familiale est très simple parce que si j'ai eu, par exemple, un grand-père qui s'est bagarré toute sa vie parce que le voisin lui piquait l'eau du puits, voyez, et donc il s'est bagarré pour garder l'eau du puits dans son territoire, dans un espace. Alors, les petits-enfants ou l'enfant ou les petits-enfants de cette famille-là, quand ils ouvrent la porte, ils vont dire ah, il est gonflé de faire ça chez moi, il aurait pu aller à l'hôtel. Vous voyez, ils vont vivre la situation en marquage de territoire. Pourquoi Mmh. là et pas là-bas? L'histoire
je sais pas, dans une famille où les femmes se sont beaucoup dévalorisées, eh ben, la petite fille va dire: «Elle est plus belle que moi». C'est normal qui me trompe, quoi, et elle va démarrer cancer des os, dévalorisation de la structure, voyez? Donc c'est là où l'histoire familiale prend toute son importance, et Bert Hellinger a travaillé pendant 50 ans, le contexte familial, et comme un maire, il a compris de façon extraordinaire des clés très simples qui permettent de repérer les ficelles de nos identifications. Et moi, je me rends compte, en me retournant, en regardant ma vie, comment le fil conducteur, mais je n'en avais pas conscience au début, était vraiment de soulever les couches de tous ceux qui nous manipulent. Je supportais pas, par rapport à déjà à mon histoire familiale, un père autoritaire, tout. Je me suis dégagée en fuyant en France, qui était le pays de ma mère. Euh, donc, comment ma quête était toujours d'enlever toutes les couches qui empêchent l'essence profonde de d'être dans la force de ce qui est. Et, et bon, je dis pas que j'ai tout réalisé, mais déjà ça me comble de voir comment il n'y a plus aucune situation qui pourrait me faire peur, par exemple, à part si réserve de crever un pneu ou que mon ordi tombe en panne. Ah oui, là, je suis paumée. Disons, les vraies situations de quelqu'un qui t'insulte, quelqu'un qui te blesse, quelqu'un qui te tourne le dos. Euh, voilà, j'ai tellement installé en moi cette confiance que rien n'est par hasard, que plus rien ne me blesse, et je ne suis pas malade depuis longtemps. Et même si je tombais malade, voilà, c'est pas un problème. C'est accueillir ce qui est. Donc, ma joie, c'est de transmettre ça au monde, surtout dans le contexte où on dit que la contagion serait due au hasard, quoi. Qu'un virus nous tombe dessus et que mon Dieu, qu'est-ce que je vais faire si je chope un virus? Voyez, il est urgent que Fatal. soit transmise et soit intégrée. Et avec le docteur Amer, j'avais commencé à dire, j'ai pris conscience comment les autorités qui nous gouvernent, l'ordre des médecins par exemple, et qu'est-ce qu'ils ont fait quand le docteur Amer a commencé à dire: ah, mais donc nous créons nos maladies, ça a du sens, mais alors les chimios qui sont du poison dérivé des gaz de la guerre de 14-18, ça sert à rien. Pourquoi on empoisonne les gens? Et là, l'ordre des médecins lui a retiré, non, retiré le titre de médecin. Ouais. Et comme il a continué à soigner, parce que les gens arrivaient de partout, d'Espagne, d'Italie, à Chambéry, il y avait 3 étages, plein de gens qui attendaient. Ils l'ont emprisonné 1 an en France, 1 an en Allemagne pour exercice illégal de la médecine. J'étais témoin comment l'homme qui méritait le prix Nobel, quand je vois tous ces télétons qui accumulent des richesses démentielles pour financer une recherche au service de la mort, parce que les centres anticancéreux, c'est vraiment des lieux de mort. Moi, depuis 30 ans, mon cœur se resserre quand on voit tous ces enfants hospitalisés à qui on fait subir des chimios, comme les vaccins obligatoires. Voilà, c'est un assassinat de l'humanité. Là, avec le Covid, c'est venu devant les yeux de tous. On assassine notre économie, et ça va. Combien de gens vont se suicider? Combien, voilà. On ne veut pas notre bien parce que disons, on dit que c'est en gros 3000 personnes les plus riches du monde qui ont les richesses de continents entiers, eh bien, commencent à trouver que 7 milliards, c'est trop, qu'on devient ingérable. Et donc,
comme ce sont des êtres sans empathie, qui vivent vraiment que par la richesse, le pouvoir, ils ont décidé la solution la plus banale qui est la destruction de l'humanité. Voilà. Mais je n'ai aucune, colère ou haine envers ces êtres parce qu'ils ont le potentiel de leur évolution. Heu, Ce qui fait partie de cette confiance dans l'intelligence de l'univers, c'est que chacun fait ce qu'il peut là où il est. Mais, beaucoup d'humains aujourd'hui, on voilà, grâce à tous ceux qui ont travaillé avant nous, on a aujourd'hui cette conscience, je dirais, collective et spirituelle, qui nous montre ce qui va nous aider dans l'amour pour tout ce qui est vivant. Mmh. Ces 3000 pervers. Oui, c'est ça. De toute façon, on n'a pas, d'impact là-dessus et donc autant, rester dans la joie et continuer d'alimenter, notre parcours Voilà, d'évolution. l'impact d'être dans la colère et la révolte, elle est limitée au niveau de conscience où il y aurait des méchants et il y aurait des gentils. Et ça Mmh. aussi, aujourd'hui, on est au-delà. Chacun fait ce qu'il peut là où il est. C'est vraiment le message des constellations. On apprend à aimer le père violeur. Pas donc on dit bon à aimer, je m'entends, c'est pas être consentante, mais à voir qu'un père incestueux a été abusé à son tour, à voir que chaque individu qui fait du mal, il est la pointe d'un iceberg collectif. Et quand on regarde tout l'ensemble, personne n'est méchant. Toi, tu vois du coup surtout ça en termes de généalogie, ce serait notre transgénérationnel qui nous aurait transmis. J'avais fait une vidéo, il y a plusieurs mois, comme ça avec Jean-Guillaume Bélier et avec Yann Thibault qui Ah, montrait aussi oui, que tu connais pas, ouais? non, non. Qui montrait aussi qu'il y a beaucoup, beaucoup de traumas qui viennent, de l'enfance. C'est aussi les travaux d'Alice Miller, tout Ah ça. non, ce n'est pas en contradiction avec ça, mais les traumas de l'enfance sont en résonance avec des traumas. Par exemple, hier, je te dis un truc d'hier, j'ai reçu une dame, une jeune fille, heu, donc à 9 ans, sa mère l'a, abandonnée parce que son père était tombé malade, enfin le grand-père. Et donc Ouais, la mère, c'était en Colombie, la mère abandonne sa fille, elle la confie vaguement à une tante qui avait pas de travail, qui avait pas d'argent, qui a pas pu s'en occuper non plus. Et le père de cette, fille, l'avait à peine reconnue, mais il avait une autre famille et cette gamine, la pauvre gamine, a, a dû grandir en allant, supplier sous le balcon où habitait son père, qu'il lui balance un peu d'argent pour manger. Donc voilà, des histoires terribles. Et qu'est-ce qu'on voit dans l'histoire de sa mère? Qu'à 9 ans, il y a eu la même chose. À 9 ans, la grand-mère avait été, je me rappelle plus exactement, mais il y avait eu aussi un abandon terrible, heu et cette, jeune fille donc qui est venue hier, cette colombienne, était complètement paniquée parce que son père, elle venait d'apprendre la nouvelle, donc son père qui lui balançait de l'argent par le balcon comme un chien, après l'avoir fait attendre des heures dans le froid et tout. Heu, Ce père-là, heu avait aussi quoi, eu une histoire, ah oui, non, pardon, le stress là qu'elle vivait actuellement, c'est que son père venait de tomber malade et donc simplement de lui faire le lien: «Regarde, tu as été abandonnée à 9 ans parce que le père de ta mère était malade et tu as été abandonnée et toi, sans même en avoir conscience,
tu revis la même émotion de panique complète. Au lieu, elle est en France, elle a un doctorat qu'elle doit faire et tout. Au lieu de mettre l'énergie dans ta vie, tu es complètement prête à tout laisser tomber, à tout, et pour en vivant le même peur pour la mort pour la mort éventuelle de ton père, du père qui t'a si peu reconnu. Alors, attention, je ne suis pas en train de dire qu'il faut se foutre de ses parents, mais en constellation, on cherche sa juste place. Et ce n'est pas aux enfants de trouver les solutions des parents. Donc, Mmh. l'enfant dit: «Je suis le petit et vous êtes les grands. Peu importe comme vous êtes, vous m'avez donné la vie. Je suis vivant, je suis adulte, donc c'est un marché». Donc, les mots qui guérissent tout en constellation, c'est merci pour la vie à ses parents. Et puis on s'abandonne à l'intelligence de la vie avec de l'amour qui nous nourrit pour les parents, pour les grands-parents, mais à la juste place. Parce que les problèmes de beaucoup de gens, c'est que pour survivre, ils ont pris le poids de problématiques antérieures qui ont un nom. Ça s'appelle des intrications. Si on a intriqué Mmh. dans les choses, voilà, lourdes de ma famille, j'ai pas l'énergie de vivre ma vie. C'est comme Mmh. moi jusqu'à 40 ans. Heu, Quand je dis que j'étais très malade et tout, donc j'ai perdu ma mère à 1 an et je n'avais pas dépassé la culpabilité d'avoir survécu moi d'être vivante avec ma mère qui était Ouais. morte. Donc mon énergie allait plus vers la mort que vers la vie. Mmh. Ouais, merci. Laetitia dit, «C'est normal, c'est notre devoir filial de nous occuper de nos Oui, parents. ah oui, Ils oui, se sont oui, occupés non de mais nous quand on était attention. petits, c'est à notre tour de leur donner». Je crois que ça il Non, non, s'agit pas tout à fait de ça. absolument. Là, on est un peu piégé par le fait qu'on a peu de temps. Donc, Heu, merci à Laetitia de me faire préciser, surtout lorsque les parents vieillissent. Il y a bien sûr ce devoir de les aider, mais c'est très différent quand on fait ce qu'on peut pour les aider, de quand on a ce devoir inconscient qui nous plombe, qui fait qu'on abandonne même nos enfants pour faire quelque chose de trop lourd qui va plomber nos vies. Donc je sais pas si là c'est un peu plus clair. oui, moi j'ai l'impression que c'est la différence entre matériellement, on peut, être, heu, là pour eux, sans que, émotionnellement ou je sais pas trop, peut-être biologiquement justement, on se donne corps et âme à eux pour Voilà, une raison complètement, voilà, finalement voilà. Parce factice. que ça, c'est la chose, la plus essentielle de ce travail, c'est faire confiance à nos parents qui vont s'en sortir avec leurs moyens à eux, alors que c'est évident. On va peut-être rentrer un peu plus là-dedans. Par exemple, un enfant qui naît avec une mère dépressive, parce que le père l'a laissé tomber à sa naissance. Comment va grandir cet enfant? Et ça va être un bébé très sage, parce qu'il sait que la mère, elle a peu d'énergie, qu'elle est dépressive, que plus il pleure, moins elle va être capable. Donc, plus il grandit, plus il va devenir le petit mec de maman. Tu peux compter sur moi, maman. Mmh. Je ferai n'importe quoi pour t'aider. Et voilà, c'est ça qui est pathologique, qui est une intrication. C'est qu'il va grandir, au service de la mère comme le compagnon de la mère, comme le partenaire de la mère. Et la vie va faire en sorte que les fils de maman, les femmes les adorent parce que c'est des hommes féminins, des hommes qui savent écouter, mais qui ne savent pas s'engager. C'est en gros, c'est les Don Juan. Donc Mmh. quelle va être la souffrance de ce type, de garçon, d'homme? C'est que peut-être à 40, à 50 ans, il va réaliser qu'il a eu beaucoup de femmes, il a aimé beaucoup de femmes, mais il n'a pas vraiment une femme. Il est resté fidèle à sa mère et c'est seulement quand il pourra, heu, regarder la mère et lui dire: «Voilà, tu es la grande et je suis le petit»,
Et il y a papa à tes côtés, même si tu as laissé tomber, quand il va comprendre que lui n'est pas mieux que son père, parce que c'est ça le piège du fils de maman, c'est qu'il se croit mieux que son père, il n'est pas à sa place d'enfant. Quand il pourra dire à ses deux parents, vous êtes les grands, votre relation ne me regarde pas. Moi maintenant, je suis adulte, j'ai grandi, voilà, je vous dois la gratitude infinie de m'avoir donné la vie et tout l'amour qui va avec. Mais vos problèmes, c'est vos oignons. Je ne m'en mêle pas. Et là, on a l'énergie de regarder une femme et de s'engager avec une femme. Est-ce que, voilà, c'est plus clair? Oui, mais ça, Laetitia continue en disant sinon c'est la porte ouverte à l'EHPAD. Mais pour moi, c'est vraiment Ah ça. oui, ah oui, Il y a une vraie nécessité de revivre avec les nôtres, si j'ose dire. Et donc, pour moi, c'est d'une évidence absolue que quand les parents deviennent dépendants parce que vieux, etc., ben, ça me semble évident qu'ils reviennent avec les leurs, donc leur famille, leur entourage proche en tout cas. Mais ça ne veut pas dire qu'on prend leurs problématiques. Ça ne veut pas dire qu'on se sent à l'intérieur responsable de tout ce qu'ils ont vécu. Quoi. On est euh, un tout. Enfin, on les aide parce qu'ils font partie de nos proches et que c'est normal d'être bienveillant et à l'écoute de ceux qui nous entourent, mais ça ne veut pas dire qu'on est responsable de ce qu'ils vivent. Quoi. Et là, on peut faire aussi une parenthèse sur le monde qu'on vit, notre culture actuelle, comment elle a été manipulée pour que les familles éclatent, pour qu'on vive de plus en plus seul, hein, de tout âge, on vit de plus en plus seul, et on voit l'impact de la maladie. En Italie, au nord, le nord qui est comme le reste de l'Europe, il y a eu beaucoup de malades Covid. Le sud, il passe à travers. Les familles ont résisté dans le Sud pour des raisons économiques, pour des raisons historiques. Le Sud est resté beaucoup dans un ancrage aux traditions, à la religion. Alors, ça a des inconvénients, mais le bienfait évident, c'est que les vieux en Italie ne sont pas dans des EHPAD, ils sont dans leur famille. Et le Covid, il n'a pas pris très peu, très peu, très peu, enfin, comme une grippe normale, quoi, comme tout. Ouais, très intéressant. Bon, si tu veux bien, je termine l'interview avec une dernière question parce qu'on est quand même depuis 48 minutes. Ah oui, moi, Est-ce que... passer. Mais oui, c'est intéressant. Alors, le temps passe, on s'en rend pas compte. Est-ce que tu aurais un ou plusieurs conseils à nous donner pour éviter les plus gros écueils? Ah, alors, ben, mais je sais pas moi si j'aurais été capable à mon âge de le suivre, hein. Mais aujourd'hui, et je crois que pour vous, ça va être plus facile, c'est faire confiance à la vie. Que quoi qu'il vous arrive, c'est ce dont on a besoin. Même quand, par exemple, j'ai un partenaire violent, alors c'est si je dis: «Lui est le méchant, le violent», et je le juge comme font toutes les femmes actuelles, vous voyez, tout ce courant contre la violence des hommes qui va créer encore plus de problèmes et de séparation entre hommes et femmes. Si je comprends que si je croise un homme violent, alors c'est pas pour se faire taper, mais je regarde pourquoi j'ai eu besoin d'attirer un homme violent, de prendre toujours un questionnement personnel. Quelle opportunité je peux saisir dans cet événement, peut-être désagréable, et s'il est agréable, je le savoure. Ah si, je vais terminer sur ce que dit Bert Hellinger, donc qui est magnifique, toujours il dit: «On court tous derrière le bonheur». Alors, comme on peut, quoi, la voiture, la maison au bord de la mer, la femme qui va me comprendre, et c'est quand, épuisé, on s'arrête, qu'on se rend compte que le bonheur courait derrière nous. Et là, il est à nos pieds. Le bonheur est toujours dans l'accueil de ce qui est, avec, oui, l'aide de quelques clés.
pour nous donner ce discernement, de voir que là où je suis, c'est la meilleure façon que j'ai pu faire pour vivre ou survivre jusque-là. Et à partir du moment où j'ai intégré cette confiance, eh bien, je savoure la vie. Oui, Et merci. la joie de partager, quoi. Et merci Oriane pour m'avoir donné cette opportunité, quoi. Merci pour ce mot de la fin et puis, pour ceux qui écoutent en rediffusion, vous pouvez poser des questions, sous la vidéo et puis on tâchera, d'y répondre au mieux, si question vient. Parce que ça laisse quand même, des perspectives d'approfondissement, tout ce que Ah tu as oui, dit, il y a du boulot. Mon fils m'a dit vaste, il y a du boulot, mais vaste. c'est simple. Je te remercie en tout cas déjà pour tout ce que tu nous Bonne as journée à partagé. tous, bonne journée à tous. Vraiment, Bonne journée. Au revoir. au revoir.